Salut Kevin. Salut Héloïse. Je suis trop contente de te recevoir. Ouais. Tu es conférencier, podcasteur, guide dans Paris. C'est ça. Plus connu sous le nom de Le Paris Noir. Exact. Puisque tu fais pas n'importe quelle visite dans Paris. Tu mets en lumière l'histoire noire, donc l'esclavage, la colonisation et plein d'autres sujets à travers des portraits de politiques, d'intellectuels ou d'artistes. L'artiste, ouais. Et du coup, tu as aussi un podcast en ce moment avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Ouais. Donc, tu fais plein de choses. On va pouvoir parler de tout ça aujourd'hui. Et moi, j'ai fait justement tes deux visites. Pour le moment, il y en a une rive droite et une rive gauche. Que j'avais adoré. Et du coup, j'avais trop hâte d'en parler avec toi. Mieux comprendre comment tout ça était né. Et voilà. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, liker, partager, commenter pour me faire plaisir, mais aussi pour être au courant de ce qui va sortir après. Et c'est parti. Comment ça va, Kevin? Ça va nickel. J'ai pas dit de bêtises dans l'intro. Tout est vrai, tout est vrai. Super. Est-ce que, déjà, pour commencer, tu peux nous dire un peu ton parcours? J'ai vu que tu avais fait Sciences Po. Est-ce que tu es devenu guide juste après? J'ai fait Sciences Po Rennes il y a très longtemps, parce que je suis vieux. Et ensuite, j'ai fait l'école des études en santé publique. Donc, je devais être directeur de maisons de retraite et d'établissements médico-sociaux. Rien à voir. Rien à voir. Okay. Ça me plaisait pas du tout. Et c'est un peu comme ça que j'ai fait une sorte de virage, etc. J'avais besoin d'un job. Et je suis devenu guide, je faisais des free tours comme ça à l'époque. Okay. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des balades dans Paris. Mais sans faire des études spécialisées? Non, pas du tout. Parce qu'en plus, moi je voulais te demander en fait comment on devient guide et du coup toutes mes idées reçues. En fait, il y a plusieurs écoles, plusieurs façons de le faire. Il y a des gens qui font une formation pour être guide conférencier, donc ils font, je pense que c'est une licence ou quelque chose comme ça. Okay. Et en fait, moi, ma carte de conférencier, celle qui permet de faire les balades dans les musées, les monuments nationaux, tout ça, je l'ai eu par validation des acquis au bout de quelques années de pratique dans la rue. Trop bien. Voilà. Tu t'es fait sur le tas. Voilà, je me suis fait dans la street. Ok, on peut le dire. C'est ça. Et du coup, comment t'es venue l'idée t'étais touriste, non, tu étais guide touristique, de visite plus classique. Ouais. Comment t'es venue l'idée de lancer le Paris Noir? Il y avait plusieurs choses. J'avais envie d'avoir un projet plus perso, plus pérenne, tout ça. Donc, envie de faire des balades peut-être plus thématiques, moins c'est la cathédrale de Notre-Dame, c'est super. Et des trucs, plus perso, donc ça. Et puis, il y a des questions très concrètes que les touristes posent sur Paris, sur les Parisiens. Et en fait, ce que je dis souvent, c'est que les touristes qui viennent pour la première fois, il y en a beaucoup qui sont surpris par la diversité des gens qui croisent dans les rues de Paris. Ça, c'est une première chose. Paris, c'est plus multicolore que ce qu'ils peuvent imaginer. Et puis ensuite, ils vont à leur free tour, et c'était moi le guide, donc ils avaient des questions pour moi. Okay. Et donc, ces questions autour de « mais les Noirs à Paris, d'où vous venez ?» etc., des trucs comme ça. Je savais pas trop comment y répondre à l'époque, parce que c'est pas non plus quelque chose c'est pas une question à laquelle on peut répondre en une minute. Et puis petit à petit, je me suis dit, en fait, je vais faire des tours qui répondent à cette question. Donc du coup, c'était aussi des questions que tu t'es posées envers toi-même. C'est des questions que je me posais, c'est des questions que les étrangers me posaient. Et en fait, je pense que ce qui est assez intéressant, c'est que la question de l'identité en particulier, la question de la race en France, c'est la façon dont on l'aborde ici, elle est vraiment spéciale et unique. Et en fait, les gens disent, nous, en tant que Français, c'est bon, on est Français, on parle pas de ça, on n'a pas besoin, on est au-dessus de ça. Très bien, bravo. Mais par contre, les étrangers qui viennent et qui découvrent Paris, parfois, ils n'ont pas tous ces filtres ou tout ce politiquement correct à la française. Je sais pas si on peut dire du politiquement correct, mais en fait, cette façon de pas en parler directement, etc., eux, ils arrivent et ils demandent. Donc, du coup, c'était un peu l'occasion pour moi d'avoir une visite un peu différente avec une histoire qu'on connaît pas bien. Et ça partait aussi un peu d'un constat en me disant, si moi qui suis hyper concerné par ce sujet-là, il y a plein d'histoires que je découvre comme ça, de personnalités hyper intéressantes, ça veut dire que les étrangers, il y a une bonne chance qu'ils n'en aient jamais entendu parler. Et qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement de changer du coup, de passer, de faire cette transition? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Ouais, ça m'a apporté plein de choses. Ça fait maintenant 10 ans, donc ça m'a apporté des choses d'un point de vue personnel. C'est assez difficile, je fais pas trop de bilan ou de choses comme ça, mais déjà, j'ai toujours eu l'impression d'être un généraliste et d'avoir toujours du mal à me spécialiser sur quelque chose de spécial. Et en fait, j'ai toujours eu ce problème-là dans mes études, jamais trop savoir
sur quoi me concentrer, toujours envie de rester un peu généraliste, pluridisciplinaire, etc. Et en fait, la question noire, c'est, ça angle un peu mes recherches, mon travail, ce que je fais, tout en restant généraliste parce que ça parle d'histoire, ça parle de sociaux, ça parle de littérature, ça parle de plein de choses qui m'intéressent, mais avec un angle particulier qui fait une sorte de curation en fait. Tu es spécialiste tout en pouvant parler de culture politique dans la même visite. Et justement, comment est-ce que tu construis ces visites Est-ce qu'on peut dire que la rive droite est un peu plus culturelle et la rive gauche un peu plus politique Je dirais que la rive gauche, donc 5e, 6e, elle est plus historique. Okay. Et la rive droite, elle est plus sur, la réputation de certains quartiers, donc comment la réputation de certains quartiers va évoluer. Donc par exemple, Pigalle, il y a un siècle, c'était pas ça. Montmartre, ça n'a pas toujours été un quartier hyper touristique et finalement assez chic, c'était pas. Et puis la Goutte d'Or, quartier d'immigration, mais quelle immigration, pour qui, etc. Donc il y a ces enjeux-là d'évolution en fait des quartiers. Et quand tu les avais construits, du coup, tu t'es dit, tiens, dans tel lieu, j'aimerais bien les emmener et parler de ça, ou c'est plutôt un sujet qui t'amène à te dire, ok, je vais chercher quel lieu va pouvoir illustrer mes propos? C'est les deux. C'est un va-et-vient, c'est-à-dire que j'ai pas, en tout cas à la base, il y a 10 ans, j'ai pas envie de faire des conférences où je parle de trucs qui n'ont rien à voir avec l'espace où on se trouve. C'est-à-dire que la seule limite que je m'impose, c'est que ce dont je parle doit avoir un lien avec la rue, la place où on se trouve. Et donc ça permet ça force à faire des impasses, mais en même temps, ça force aussi à chercher l'histoire d'une rue, par exemple, qui va être entre le point A et le point B, est-ce qu'il y a quelque chose en plus à rajouter donc voilà, un peu comme une quête. Et puis je peux parler en tant que visiteuse. Oui. C'est plus ludique aussi et quand on y repasse en tant que Parisien, ensuite on voit les choses différemment. Je pense. Moi, il y a des fun facts que j'ai retenus de tes visites à chaque fois que je passe par Pigalle. T'en as le Pig Rally. Ouais. Ça, je le dis à tout le monde quand je vais à Pigalle. On me dit je suis en mode j'ai appris ça à ce moment-là. Donc après, je vais pas spoil. J'avoue, j'ai pas tout retenu et du coup, je pense que c'est des visites qu'il faut même refaire parce que à moins de t'enregistrer à ton insu, on peut pas tout retenir, mais c'est trop intéressant. Et justement, tout le monde est les bienvenus dans tes visites. T'as de tous les âges. J'ai de tous les âges, de plein de milieux différents. En fait, moi, je fais des visites donc en anglais et en français. Donc, je fais régulièrement en français le samedi pour le grand public. Et sinon, la semaine, j'ai aussi bien des touristes purs. Et donc là, on peut pas trop savoir de quelle origine. En général, c'est plutôt des Afro-Américains, mais il y a des surprises. Et puis aussi beaucoup d'étudiants d'universités américaines qui viennent faire des échanges de quelques semaines à Paris. Et donc là, du coup, j'ai des gens vraiment de toutes les couleurs, de toutes les origines, même, je pense, d'opinions politiques qui sont pas pareilles, de générations différentes, etc. Donc c'est ça aussi qui est intéressant parce que si j'avais que les mêmes gens, je tournerais un peu en rond. Et en fait, le fait d'avoir parfois juste un couple, parfois un groupe de 25 personnes, parfois une famille, des gens qui connaissent très bien parce que je vais avoir un public de profs de fac qui ont fait parfois des thèses sur les trucs dont je parle, et puis parfois des gens qui n'ont jamais mis un pied à Paris, qui connaissent rien du tout à cette histoire-là, ou des gens qui connaissent très bien Paris, mais par contre la question noire... ils se posent pas la question. Donc à chaque fois c'est un enjeu assez intéressant aussi ce truc de. Du coup, d'une visite à l'autre, t'as des questions aussi. Des questions, des réactions, des dynamiques assez différentes. En fonction des questions qu'on te pose, t'as déjà fait évoluer tes visites, elles sont plus les mêmes que. Ouais, bien sûr, les visites sont plus les mêmes, mais en fait elles évoluent pas forcément de façon. Enfin, il n'y a pas un jour où je me dis, ok, là, je vais tout changer. Ouais. Mais en fait, c'est comme je l'ai fait assez souvent, je change petit à petit, et là, il y a une virgule qui change, et puis il y a un truc qui arrive, et puis un truc qui sort, et puis en fait, j'décide qu'on passe plus par là et qu'on passe par là, ou il y a une actualité qui me fait penser plus à quelque chose, ou des questions qui reviennent, et qui, je m'étais jamais posé cette question, il faut que j'en parle, et la prochaine fois, je le ferai, donc voilà. Okay. Et t'as des anecdotes peut-être que tu voudrais partager, des trucs un peu... J'ai un bouquin d'anecdotes de 10 ans du Paris Noir, mais non, je sais pas.
Donne-moi un thème, je te trouve un truc. Tu disais que les questions des Français et les questions des Américains étaient souvent très différentes. Ouais. Est-ce qu'il y en a des fois qui t'ont choqué, genre vraiment jamais tu serais dit Par exemple, il y a un truc qui m'est arrivé assez récemment parce que j'ai eu des scolaires français, parisiens, du 18e, etc. Et c'est la question de qui appartient à quelle catégorie. Par exemple, j'étais avec donc, des gamins français d'origine ouest-africaine. Et je montre une photo de Joséphine Baker en disant c'est la première femme noire à entrer au Panthéon. Et il y a une gamine de 14 ans qui regarde la photo, elle n'est pas noire. Parce que pour elle, elle était trop claire de peau pour pouvoir rentrer dans la catégorie noire. Et donc moi de lui répondre si en fait mais la race c'est une construction sociale donc ça dépend des pays etc. Elle est pas noire. Je fais, écoute, elle est née en 1906 à Saint-Louis dans le Missouri, elle est noire. Et voilà, c'est des trucs comme ça. Son point de vue à cette gamine, et je suis pas là pour la juger, il y a pas du tout, j'étais pas en colère ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que je m'attendais pas à cette question parce qu'en plus en 2021 lorsque Joséphine Baker est panthéonisée, on présente ça comme ça en disant voilà la première femme noire et tout, et cette gamine qui a pas du tout pour le coup suivi ces débats là et qui le dit comme elle le ressent etc. C'est valide en fait ce qu'elle dit, mais voilà c'est ce genre de truc là, ça s'est passé il y a un mois ou deux, c'est pas si vieux que ça cette réflexion, et voilà ça m'amuse comme truc où on se dit ouais c'est pour que les petites filles noires elles se disent que voilà elles ont leur place non mais c'est pas une noire elle je trouvais ça assez marrant. Trop intéressant en effet. Est-ce qu'elle se dit que la petite sirène n'est pas assez marrante? Peut-être je sais pas ouais. Mais je sais que tu essayes de pas faire de politique pendant tes visites, enfin en tout cas tu m'avais évoqué plusieurs fois, tout en essayant de traiter ce sujet d'actualité. Je crois que quand j'avais fait la visite on avait évoqué le déboulonnement des statues, mais ouais très intéressant parce que justement tu donnes des faits sans forcément prendre parti. Ensuite on entend que ça débat un peu dans le groupe et tout, donc trop intéressant. Mais je rebondis un peu sur ce que tu dis, c'est-à-dire que je suis personne pour arriver et pour dire aux gens les statues, telle statue elle doit partir, telle statue elle doit rester. Et en fait moi ce que je dis c'est que d'un point de vue très égoïste, les statues, les plaques problématiques peuvent m'aider justement dans ma démonstration en fait de regarder ce passé compliqué, qui est-ce qu'on choisit de glorifier, etc. Mais par contre il y a aussi pendant les débats autour des statues on disait un peu je trouve de façon très malhonnête avec plein de mauvaise foi que on ne change pas le nom des rues, on ne change pas les statues, on ne change pas les plaques, etc. Et en fait quand on creuse un peu l'histoire de Paris, ça arrive plein de fois. Ce n'est que ça, quoi. C'est des changements de régime politique où il y a une révolution, un truc, et on casse, et voilà. Donc après, ça veut pas dire qu'il faut tout casser tous les jours, mais c'est pas non plus impossible ou inédit, quoi. C'est quelque chose de très, très, très courant. C'est comme la langue qui évolue. Ouais, bien sûr. De toute façon, on oublie que ça a déjà changé plein de fois et que c'est juste la suite logique des choses. Et est-ce qu'il y a d'autres villes que Paris où tu aurais voulu, où tu t'intéresserais peut-être à faire des visites comme ça? Moi, je le ferais pas. Parce que t'as choisi le Paris noir et sinon voilà ou Paris-Dakar ou non je le ferai pas parce que je crois que plus on investit, qu'on est guide, plus on investit dans une ville, plus c'est frustrant et compliqué de recommencer à zéro ailleurs. Donc si je devais être guide ailleurs, je pense que je serais guide par exemple dans des musées. Okay. Ça m'amuserait par exemple si je devais déménager d'être guide dans des monuments, des musées, mais pas dans la ville, pas sous le même angle, et peut-être même pas sous l'angle noir, je sais pas, peut-être dans une autre vie, je serais guide dans un musée très classique, je sais pas, à Berlin pour des touristes français, genre ça c'était le truc et tout, mais je montrerais pas un concept similaire dans une autre ville parce qu'il y a des guides qui font des trucs déjà qui sont fatalement beaucoup plus légitimes, calés. Et en fait, ce genre de visite, il y en a dans plein de villes en Europe et évidemment ailleurs, quoi. Donc, ouais. Mais toi, bien installé à Paris, là, je pense pas que je repartirai à zéro sur un truc comme ça ailleurs. Du coup, tu repars pas à zéro, mais tu es en train de travailler sur une troisième visite qui va arriver bientôt. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est une visite qui s'appelle la Scène Noire, qui est toujours sur l'histoire noire de Paris. Mais là, pour le coup, c'est une visite qui est bien plus politique, je pense, parce que ça parle de façon beaucoup plus frontale de l'esclavage, de la représentation des colonies dans la vie politique en France à l'époque de la colonisation. Pourquoi on va décider que, en fait, à l'Assemblée nationale, on va avoir des députés des colonies. C'est pas si automatique que ça dans les autres pays colonisateurs. Et puis on passe par des lieux
des lieux où se sont joués beaucoup d'enjeux autour de l'esclavage, l'hôtel de la Marine, des coins comme ça, jardin des Tuileries, et puis aussi des statues. Et on commence à on va commencer par la statue de Colbert et finir par la statue de Thomas Jefferson. Et donc, pourquoi ces statues, pourquoi eux, pourquoi cet endroit-là, et voilà. Ok, trop bien. En plus, c'est vrai que c'est un sujet que tu abordes déjà un peu rive gauche, donc là tu vas plus loin. Ouais, j'essaie d'aller un peu plus loin sur ces sujets-là, parce que encore une fois, c'est les lieux du pouvoir, et Paris, c'est aussi la capitale, pendant longtemps, c'est la capitale d'un grand empire, et donc plein de décisions sont prises ici, et ça se voit en fait, qu'on cherche à creuser un peu, il y a des trucs où on comprend que, Ok, hâte de la faire, du coup. Je change un peu le sujet, on a pas mal parlé des visites, et donc je disais, t'es aussi podcasteur. En ce moment, t'es en collaboration avec, tu l'appelles FME. Ouais, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et donc c'est un podcast où tu reçois des invités, des experts justement du sujet. C'est quels invités exactement? Tu peux nous en dire plus? On reçoit des experts, ça peut être une romancière, un historien, un sociologue, pour parler d'un livre lié à l'histoire de l'esclavage et ou de la colonisation. Et le livre, ça peut être l'invité qui l'a écrit, ou alors un livre qui est un peu considéré comme un classique, et on reçoit quelqu'un pour parler du livre parce que l'auteur est mort, par exemple. Et donc pour l'instant, il y a 9 épisodes. Et on parle, il y a un épisode par exemple sur l'histoire de la présence des Noirs en Europe depuis de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc ça, c'était avec une historienne qui s'appelle Olivia Totele, super intéressante. Le dernier épisode, c'est avec 2 historiens spécialistes d'Haïti. On parle de la révolution haïtienne, de Toussaint l'Ouverture, de personnages comme ça. On a fait un épisode sur l'enseignement de l'histoire en France. C'est-à-dire que c'est pas un épisode d'histoire, c'est plus un épisode sur pourquoi et comment on enseigne l'histoire en particulier autour des crimes contre... Pourquoi il y a des choses qu'on dit pas, comment on enseigne les crimes contre l'humanité, c'est quoi les rapports de force, c'est quoi les lois, c'est quoi les trucs comme ça. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, c'est un podcast relativement niche parce que c'est un peu pour les nerds d'histoire, mais pour en avoir écouté, ça reste quand même accessible, même si en effet on entend bien que c'est des experts qui nous parlent. C'est quand même grand public. J'espère, en tout cas. Donc, vous pouvez aller écouter, je mettrai tout en description. C'est ça. Et t'as un épisode préféré Je suis très fier du dernier. Le seul souci que j'ai avec le dernier, c'est qu'il est hyper long. Il fait 1h40. C'est le plus long que j'ai jamais fait pour un podcast. Mais en même temps, l'histoire d'Haïti, elle est tellement passionnante. J'ai 2 invités. C'est des puits de science. Et le bouquin en soi, c'est un bouquin qui s'appelle Les Jacobins Noirs, qui est peut-être le premier livre, c'est un livre des années 30, qui est le premier livre qui prend vraiment au sérieux la question de la révolution haïtienne. Donc ça faisait longtemps que je voulais le lire, ça faisait longtemps que je voulais faire un épisode dessus, donc là, du coup, on a laissé tourner, on n'a rien coupé, 1h40. Puis en soi, les podcasts, on peut les écouter plusieurs fois. Faut pas décourager. Trop bien. Est-ce que tu as d'autres projets de podcast? On sait qu'on t'a vu sur le Chip avec Mélanie Mouga et François Oulac. Tu avais aussi lancé un petit podcast à toi pour le confinement. Là en fait, j'ai pas de projet média, podcast, à part celui que je fais avec la Fondation, mais projet d'écriture. Donc on écrit. Après je suis encore au début, mais envie de. Tu dis on écrit, mais c'est j'écris ou... J'écris tout seul. Faut dire j'écris. J'écris. Pas de ghostwriter, mais je peux pas en dire encore beaucoup pour l'instant parce que j'en suis encore au début, mais c'est un projet que j'aimerais bien voir aboutir en 2024. Tu vois, avoir quelque chose de palpable, quoi. Et ça serait bien. Puis même à côté, t'as toujours d'autres petits projets. Je sais que j'avais entendu ta voix dans l'audio guide de Diane, Pierre-Branly. Là, donc ça c'était au début de l'année. Ça, j'avais fait l'audio guide l'audio guide d'une expo du Quai Branly. Et là, il y a un truc, c'est pas encore fait, mais c'est en bonne voie avec le Petit Palais fin 2023-2024. Donc stay tuned. Ok, trop bien, il y a plein de petites choses sympas qui arrivent. Pour conclure justement cette entrevue, je voulais te demander des recos du moment, parce que je sais que sur ton Instagram tu partages toujours des expos, des docus, des films. Est-ce que tu as un truc à nous recommander en ce moment? Tellement. Tu peux en citer plus d'un, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je regarde? Attends, il faut que je trouve des trucs noirs, sinon ça compte pas.
En ce moment, je l'ai pas fini, mais je suis en train d'écouter, parce que je suis très audible, bouquin audio et tout, un livre qui a été traduit en français, qui est un livre américain qui s'appelle Black No More. Et c'est un livre des années 30 qui se passe dans les années 30. C'est un peu de la science-fiction, etc. C'est un médecin afro-américain qui crée une procédure médicale pour transformer les noirs en blancs en 72 heures. Et en fait, c'est l'impact de cette innovation sur Harlem, mais aussi sur le reste des États-Unis. Qui est-ce que ça embête? Qui est-ce qui est dérangé par ça? C'est pas que les blancs. Donc, par exemple, les leaders des associations noires, ils sont pas du tout contents. Parce que du coup, plus personne veut se battre, parce qu'il suffit juste de devenir blanc. Donc, ils sont leaders de rien du tout. Il y a un personnage, le premier personnage qui a fait l'opération, il devient numéro 2 d'une sorte de Ku Klux Klan dans le sud et tout. Il se marie avec la fille du mec. Enfin, c'est assez... C'est un livre ou c'est une série? C'est un livre. Mais il devrait en faire une série, parce que comment tu le décris, on dirait... C'est fou, c'est incroyable. Et le mec, il a écrit ça en 1931. Je me dis, mais c'est hyper visionnaire et tout. Donc, non, ça, c'est marrant. Okay, donc ça, c'est Black No More, bouquin que je recommande grave. Trop chouette. Oui. Bah, merci beaucoup. Merci Héloïse, merci. Ça me fait trop plaisir de t'avoir merci de m'avoir reçu. ici. Et puis, comme je le disais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne VOD Viens on discute. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Et je voulais remercier aussi l'équipe derrière les caméras. Et puis, Kevin, encore une fois. Merci beaucoup. Plaisir. Au revoir. Au revoir. Je sais jamais comment terminer, c'est un enfer. Moi, je savais plus regarder, je suis là, mais quelle caméra là? Moi aussi, j'ai changé.